Bienvenue dans The Debate. Imaginez remporter la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, soulever le trophée, faire la fête avec tout un pays, et puis apprendre 2 mois plus tard, par un simple communiqué administratif, que vous avez perdu ce match sur tapis vert. C'est un scénario assez irréel en effet. Totalement. C'est le séisme juridique sans précédent qui secoue aujourd'hui le football africain et même mondial. Notre discussion d'aujourd'hui porte précisément sur cette décision fracassante. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football, donc la CAF, a décidé de retirer le titre de champion de la CAN 2025 au Sénégal, Oui, pour l'attribuer au Maroc, et ce, 60 jours après le coup de sifflet final. exactement 60 jours. La question centrale qui structure notre analyse juridique est donc la suivante. Un organe administratif peut-il légitimement annuler le résultat d'un match terminé, dont le score a été validé par l'arbitre sur le terrain, en s'appuyant sur une infraction procédurale liée à la présence temporaire des joueurs sur la pelouse? Et c'est là que ça devient fascinant. Nous sommes face à la définition même du conflit de normes dans le droit du sport. Ce n'est pas qu'une simple anecdote disciplinaire. C'est une véritable crise systémique qui remet en question la hiérarchie même des autorités sportives. Tout à fait. Pour explorer cette faille, nous allons décortiquer les textes réglementaires qui s'affrontent. D'un côté, les lois du jeu de l'IFAB, et de l'autre, le règlement spécifique de la CAN. Dans cet échange, je défendrai la primauté de la décision de l'arbitre sur le terrain, c'est-à-dire la réalité protectrice du jeu et de l'instant. Et de mon côté, je m'attacherai à démontrer que le respect strict des règlements de la compétition prévaut toujours sur les faits de match, surtout lorsqu'il s'agit d'une violation grave du pacte sportif, et ce, peu importe les défaillances de l'arbitrage en direct. Commençons donc par établir le socle de la sécurité juridique dans le football, c'est-à-dire l'article 5 des lois du jeu. Ce texte stipule très clairement que, je cite, les décisions de l'arbitre sur des faits en relation avec le jeu et le résultat du match sont définitifs. Mhm. Lors de cette finale, face à l'incident qui a provoqué le départ de certains joueurs sénégalais vers le bord du terrain, l'arbitre a pris une décision technique. Il n'a pas estimé que les conditions d'un abandon définitif étaient réunies, il n'a pas sifflé la fin anticipée du match. Au contraire, il a formellement autorisé la reprise du jeu. Sauf que, Laissez-moi juste finir sur ce point. Juridiquement parlant, cette autorisation de reprise a purgé l'incident de son caractère illégal. Revenir sur ce résultat en appel, des semaines plus tard, ça crée une instabilité effrayante. Si la validation de l'arbitre n'est plus le sceau ultime de la rencontre, l'intégrité de chaque match joué dans le monde devient conditionnelle, suspendue indéfiniment à la révision d'une commission siégeant dans des bureaux. alors, cette vision romantique de l'infaillibilité de l'arbitre, elle ne résiste pas à l'analyse rigoureuse de la hiérarchie des normes. Je fonde mon raisonnement sur la lettre stricte de l'article 82 du règlement de la compétition. La règle est implacable. Si une équipe quitte le terrain avant la fin réglementaire sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et définitivement éliminée. Oui, mais l'équipe... Prétendez, la commission d'appel n'a pas réécrit l'histoire de manière arbitraire. Elle a simplement appliqué le droit contractuel du tournoi auquel les fédérations ont souscrit en s'engageant. Les instances disciplinaires existent précisément pour sanctionner les violations structurelles que l'arbitrage sur le terrain soumis à une pression extrême n'a pas suggérées. hmm, Prétendre qu'une irrégularité initiale aussi grave puisse être effacée par la simple reprise du jeu, c'est nier l'essence même du pouvoir disciplinaire d'une fédération. Mais avant même de savoir quelle juridiction a le dernier mot, il faut d'abord analyser si cette fameuse infraction à l'article 82 est factuellement constituée. Et quand on scrute ce texte, on fait face à un véritable vertige sémantique. Un vertige sémantique, c'est-à-dire. Eh bien, l'article parle d'une équipe qui quitte le terrain. Mais quelle est la définition juridique d'une équipe à cet instant T? Pendant l'incident, des joueurs sénégalais sont restés sur la pelouse pendant que d'autres s'en éloignaient. L'entité équipe n'est donc jamais totalement partie. Je vois où vous voulez en venir, mais Euh, Imaginez une usine frappée par un mouvement d'humeur spontané. Si la moitié des ouvriers quitte brusquement la chaîne de montage en signe de protestation, mais que l'autre moitié reste à son poste, l'usine n'est pas fermée.
Oui, mais le rendement n'est pas... La ligne de production est désorganisée, certes, mais l'entité juridique de l'entreprise est toujours présente sur les lieux. De la même manière, tant qu'il restait des joueurs sur le terrain, la personnalité juridique de l'équipe sénégalaise n'a jamais cessé d'exister. Alors, l'analogie de l'usine est intéressante, mais elle occulte une réalité fondamentale du sport. Une usine peut tolérer des rendements partiels, un fonctionnement asymétrique. Mais une équipe de football, au sens des règlements sportifs, c'est une entité unique, solidaire et indivisible dans son engagement à participer au jeu. Mhm. Une équipe n'est pas une simple addition d'individus. Vous ignorez ici l'interprétation téléologique, enfin, je veux dire l'esprit de la loi. L'article 82 vise à réprimer une action très précise, le refus de jouer, la rupture du consentement à l'affrontement sportif. Mais l'intention de quelques-uns ne dissout pas la présence factuelle des autres. Le membre de phrase véritablement critique dans cet article, ce n'est pas la définition mathématique de l'équipe, c'est la mention sans l'autorisation de l'arbitre. L'intention manifeste d'une large partie de l'équipe de se soustraire au jeu, interrompant ainsi le déroulement normal de la finale, ça constitue en soi cette rupture du pacte. D'accord, mais Le fait que quelques joueurs soient restés sur le pré par inertie ou par simple confusion, ça ne dilue en rien la volonté collective du groupe à cet instant précis. sauf que l'ambiguïté ne s'arrête pas là. Le texte condamne le fait de, je cite, quitter le terrain. Mais qu'est-ce que le terrain, juridiquement parlant, dans ce contexte? L'aire de jeu, tout simplement. Est-ce strictement le rectangle vert délimité par les lignes de touche? Est-ce l'aire de jeu qui inclut les zones techniques et les bancs de touche? Est-ce que le couloir menant au vestiaire en fait partie? Et surtout, cet article omet cruellement une dimension temporelle. La temporalité n'a pas à être définie si l'acte de rupture est consommé. Bien sûr que si. Est-ce qu'on a véritablement quitté un endroit si l'on y revient quelques minutes plus tard et que le jeu reprend? Pour qu'une sanction aussi drastique que la perte d'un titre continental soit appliquée a posteriori, le droit exige une base textuelle inattaquable. Or, l'article 82, dans sa rédaction actuelle, c'est une véritable passoire juridique. On ne peut pas exproprier un champion sur la base d'un texte aussi lacunaire. Si on suit votre logique de la passoire juridique, nous créons un précédent aux conséquences désastreuses. N'importe quelle équipe pourrait quitter la pelouse, paralyser une finale mondiale, provoquer le chaos dans le stade et chez les diffuseurs, puis revenir 20 minutes plus tard en plaidant la même chose. Ce n'est pas ce que... Il dirait « Regardez le texte, nous ne sommes jamais vraiment partis puisque nous sommes de retour ». L'absence de temporalité dans le texte joue précisément en défaveur de l'équipe fautive. La durée de l'abandon n'a aucune importance. C'est l'acte de franchir la ligne vers les vestiaires sans l'aval arbitral qui déclenche l'article 82, instantanément. Mais cette incertitude factuelle soulève un problème bien plus profond. Si on ne sait même pas si l'équipe a formellement quitté le terrain au sens strict du terme, comment justifier que l'administration prenne le pas sur l'arbitre? L'arbitre, lui, était sur place et a fait reprendre le jeu. Oui, mais l'arbitre n'a tout simplement pas pris ses responsabilités face à la pression de l'événement. Il est essentiel de rappeler qu'en première instance, la commission de discipline de la CAF avait rejeté la demande du Maroc. Elle avait donné raison au jeu. Pourquoi? Parce que l'arbitre est le maître absolu des horloges. S'il n'y avait effectivement plus d'adversaires face au Maroc, l'arbitre se trouvait dans l'obligation formelle de constater l'abandon et de siffler la fin définitive de la rencontre. Mais peu importe ses motivations psychologiques ou ses manquements, en reprenant le match, l'arbitre a contre... Mais justement, en reprenant le match, l'arbitre a pris une décision technique validant le fait que l'équipe adverse était présente, apte et disposée à jouer. L'administration ne peut pas, 60 jours plus tard, visionner une bande vidéo dans un bureau et déclarer que l'arbitre a eu tort de faire reprendre le match et qu'on annule tout. C'est une violation frontale du principe de l'autorité définitive de l'arbitre, garantie par les lois du jeu. Vous confondez la compétence technique de l'arbitre avec une immunité juridictionnelle absolue. Je conteste formellement cette idée selon laquelle le résultat entériné sur le terrain serait intouchable, quelles que soient les circonstances. Pourtant, c'est la base du football. Regardez comment fonctionne le droit du sport à d'autres échelles, avec le mécanisme de l'évocation. Prenons l'article 187.2 des règlements généraux de la Fédération française de football, par exemple. Il est de pratique courante pour une commission de district ou de ligue d'inverser un résultat a posteriori, de déclarer un match perdu par pénalité si une règle fondamentale de la compétition est enfreinte. Dans les championnats nationaux ou amateurs, oui. Mais l'évocation concerne presque toujours des faits objectifs et extérieurs à la dynamique du jeu.
L'alignement d'un joueur suspendu, une fraude sur une licence, un problème de certificat médical. L'infraction réglementaire reste la même. L'évocation ne sert pas à réinterpréter un mouvement spontané de joueurs sur la pelouse lors d'une finale internationale. La mécanique juridique reste rigoureusement la même. L'article 5 des lois du jeu, que vous brandissez comme un bouclier, il est conçu pour protéger les erreurs d'appréciation subjective inhérentes à l'arbitrage. Un hors-jeu mal jugé par l'assistant, une faute au milieu de terrain qui méritait un carton rouge plutôt qu'un jaune. Il protège le résultat final du match. Non, il protège le déroulement technique. L'arbitre est le juge du jeu, mais la commission d'appel est la garante de la compétition. Ce sont deux couloirs juridiques distincts. Si l'arbitre échoue à appliquer l'article 82 sur le moment, que ce soit par inattention, par mauvaise maîtrise du règlement ou juste pour éviter une émeute dans les tribunes, cela ne prive absolument pas l'instance organisatrice de son pouvoir disciplinaire souverain de rétablir le droit a posteriori. Le sifflet de l'arbitre n'est pas une baguette magique qui efface les violations statutaires. En dissociant aussi radicalement le juge du jeu du garant de la compétition, on crée une véritable schizophrénie institutionnelle. Et c'est précisément cette impasse doctrinale où la première instance et le jury d'appel de la CAF se sont frontalement contredits, qui force le dossier à monter à l'échelon suprême, le tribunal arbitral du sport. Exactement. Nous entrons ici dans la dimension procédurale et je dois admettre mon profond malaise face à la temporalité de cette affaire. Le temps juridique n'est pas le temps médiatique. Certes, mais modifier le palmarès d'une compétition continentale majeure des mois après la remise du trophée, c'est une aberration sportive. Le sport vit d'immédiateté, c'est son essence même. Le coup de sifflet a retenti, les supporters ont fêté dans les rues de Dakar, les médailles ont été distribuées sur le podium. C'est l'émotion, ça. Imposer une temporalité juridique aussi lente, aussi déconnectée sur une réalité sportive fulgurante, cela détruit la crédibilité même du spectacle sportif aux yeux du public. Cet argument de l'aberration temporelle, il ne tient pas la route face aux exigences de la justice. La justice arbitrale internationale ne peut pas et ne doit pas épouser la frénésie du calendrier sportif. Vous parlez de 2 mois comme d'une éternité. Pour les joueurs salés. Mais en termes de procédure juridique, 2 mois pour formuler un appel motivé, instruire un dossier complexe, réunir une commission, garantir que chaque partie puisse s'exprimer et délibérer, c'est un délai remarquablement court. Mais l'impact sur les joueurs et les fédérations est dévastateur pendant ce temps d'attente. C'est le prix à payer pour l'équité. Le droit exige ce délai pour garantir un principe absolu, le respect du contradictoire. Le Maroc devait avoir le temps de monter son dossier d'appel, d'amener ses preuves vidéo, ses témoignages. Le Sénégal devait avoir le droit de répondre, de produire ses propres arguments sur l'intention des joueurs. Oui, l'instruction classique. Exactement. La commission devait analyser la feuille de match, le rapport du délégué. Sacrifier cette rigueur analytique, sacrifier le temps de l'instruction sur l'autel de l'émotion sportive et de la rapidité, ce serait cela, la véritable aberration juridique. Je comprends parfaitement l'exigence intellectuelle du contradictoire. Mais cette inadéquation entre le temps juridique et le temps sportif laisse un continent entier dans une incertitude paralysante. Projetons-nous vers l'étape finale de cette saga. Le Sénégal a annoncé sa volonté de saisir le TAS à Lausanne. Le tribunal arbitral du sport va devenir le juge de paix de ce chaos institutionnel. C'est son rôle. Comment le TAS va-t-il techniquement aborder ce dossier ? Ce n'est pas un simple appel classique. Absolument, et c'est là que la mécanique devient fascinante. Le TAS ne va pas se contenter de vérifier si la commission d'appel de la CAF a bien rempli ses formulaires. Il va procéder à ce qu'on appelle un examen de nouveau. C'est-à-dire qu'ils reprennent tout depuis le début. Ils vont revoir les images de la finale, relire les rapports de l'arbitre central, analyser les déclarations des entraîneurs et réinterpréter cet article 82. D'accord. Cependant, leur cadre d'action reste extrêmement rigoureux. Le TAS n'est pas là pour s'improviser législateur moral ou pour réécrire les règles du football africain de sa propre initiative. Ils sont tenus par les demandes des parties impliquées, n'est-ce pas ? C'est le principe fondamental. Le juge ne statie pas ultra petita. Précisons ce terme pour être parfaitement clair sur ses implications concrètes ici, pour ceux qui nous écoutent. Ou autre chose que ce qui a été expressément demandé par les parties. Il ne peut pas inventer une sanction intermédiaire de son propre chef. Comme ordonner de rejouer les matchs ? Voilà. Il ne peut pas ordonner que le match soit rejoué si aucune des 2 nations ne l'a formellement réclamé dans ses conclusions. Dans cette configuration, le Sénégal, en tant que plaignant, demandera l'annulation pure et simple de la décision d'appel et la restitution de son titre. Le Maroc et la CAF, en tant que parties défendesseurs, demanderont la confirmation de la victoire marocaine sur tapis vert.
Le TAS devra trancher à l'intérieur de ce périmètre strict. Concernant l'agenda de cette instruction, si nous considérons que 60 jours pour l'appel interne de la CAF, c'était déjà difficilement lisible pour le grand public, le TAS est connu pour des instructions qui s'étirent parfois sur des années, notamment dans les cas de dopage ou de litiges financiers. Si l'on s'en tient à la stricte mécanique des textes, notamment l'article 48 des statuts de la CAF concernant les recours devant le TAS, la fenêtre d'action est très resserrée au départ. Les parties disposent d'un délai de 10 jours francs pour déposer leur déclaration d'appel, à compter de la réception de la décision motivée. Et ensuite, Ensuite, le rythme standard de la procédure ordinaire veut que le TAS communique sa sentence finale dans un délai de 4 à 6 mois après la constitution de la formation arbitrale. 6 mois d'attente supplémentaire pour connaître le vainqueur d'une CAN terminée? Non, c'est inenvisageable d'un point de vue diplomatique. C'est pour cela qu'il est hautement probable que les parties s'accordent pour mettre en place une procédure accélérée. Le code de l'arbitrage en matière de sport le permet si toutes les parties y consentent. Le TAS a déjà prouvé sa capacité logistique à organiser des audiences en urgence. Oui, pendant les JO, notamment. Absolument, on le voit régulièrement lors des Jeux Olympiques via sa chambre ad hoc, où il rend des sentences en quelques jours. Vu l'immense pression politique et sociale entourant cette affaire, accélérer le calendrier sera dans l'intérêt de la CAF et des deux fédérations. Ce qui nous promet donc une bataille d'experts juridiques à huis clos particulièrement intense dans les semaines à venir. Nous arrivons au terme de notre analyse et il est temps de synthétiser nos approches respectives sur ce dossier complexe. Allez-y, je vous en prie. Pour ma part, je suis convaincu que la sécurité juridique du football mondial repose sur l'autorité instantanée et définitive de l'arbitre sur le terrain. L'article 5 des lois du jeu doit demeurer ce bouclier infranchissable qui protège l'intégrité du résultat acquis par le jeu. L'article 82, par sa rédaction actuelle, est beaucoup trop équivoque. Son manque de définition claire de ce que constitue une équipe ou de l'acte matériel de quitter le terrain, ça ne justifie en aucun cas de réécrire l'histoire sportive a posteriori. Saper l'autorité du sifflet final pour des raisons administratives, c'est ouvrir la boîte de Pandore des contestations infinies où chaque match pourrait être rejugé le lundi matin dans un bureau. Alors je comprends vos craintes quant à l'instabilité, je les entends. Mais je persiste dans ma lecture axée sur la rigueur institutionnelle. Le sport de très haut niveau n'est pas qu'un jeu d'instinct sur une pelouse. C'est un écosystème complexe, régi par des textes stricts et des engagements contractuels mutuels. Bien sûr. L'équité exige qu'une violation flagrante du règlement fondamental d'une compétition, en l'occurrence quitter l'aire de jeu de son propre chef sans l'accord de l'autorité arbitrale, entraîne automatiquement la sanction prévue, c'est-à-dire l'élimination. Et ce, même si l'arbitre a failli à sa tâche de constater formellement cet abandon sur le moment. Le droit disciplinaire existe justement pour pallier ces défaillances humaines en direct, pour restaurer l'intégrité globale de la compétition. Il me semble néanmoins que, malgré nos divergences profondes sur la philosophie de l'arbitrage face au pouvoir de l'administration, nous convergeons sur une réalité incontestable. Laquelle ? La rédaction actuelle des règlements disciplinaires, et particulièrement de cet article 82, est dramatiquement lacunaire et totalement inadaptée à la réalité du football moderne. Sur ce point, je vous rejoins totalement. Le football africain, et par extension toute la jurisprudence sportive mondiale, fait face ici à un vide conceptuel immense. La décision à venir du TAS ne consistera pas seulement à trancher un litige brûlant entre deux grandes nations du football. Le tribunal va devoir combler ce vide de manière historique. Il va devoir produire une jurisprudence fondatrice qui définira enfin avec précision ce que signifie véritablement l'abandon d'un match au XXIe siècle. Absolument. Cette discussion démontre à quel point l'intersection entre la rationalité du droit et la passion du sport est tout sauf une science exacte. Nous n'avons pas la prétention, dans cette analyse intellectuelle, de déclarer un vainqueur entre la position du Sénégal ou celle du Maroc. Non, bien sûr que non. Ni de trancher définitivement entre la souveraineté du terrain et celle des instances disciplinaires. Nous laissons à nos auditeurs le soin de forger leurs propres convictions à l'aune de ces arguments croisés. La beauté du droit du sport réside précisément dans cette tension perpétuelle entre la rigidité de la règle écrite et la nature chaotique de l'événement sportif. Exactement. Et cela nous ramène au vertige initial de cette affaire. Pendant plus d'un siècle, nous avons cru que le point final d'un match de football était une certitude géométrique, dessinée à la craie blanche sur la pelouse et certifiée par le souffle d'un arbitre. Et ce n'est visiblement plus le cas. Non. Aujourd'hui, cette controverse inédite nous force à nous poser une question troublante.
Quand la poussière retombera finalement dans les couloirs feutrés du tribunal de Lausanne, nous saurons enfin ce qui résonne le plus fort dans le sport moderne, le sifflet de l'arbitre ou le marteau du juge. Merci de nous avoir suivis dans The Debate et à très bientôt pour un nouvel échange. Juris Univers Academy, la première legal tech qui révolutionne le droit.